Alors, Gaëlle Théval, donc c'est une universitaire, hein, elle est de, je sais pas où j'ai mis ça. Bon, ça n'a pas d'importance. Euh, mais non, mais de Sorbonne 3, Sorbonne Nouvelle, voilà. Et elle nous fait donc une présentation de, de la poésie sonore, et notamment de Bernard Heidsieck. Je suppose que vous savez que Bernard Heidsieck est décédé récemment, il y a je sais pas, une dizaine de 10 jours à peu près, hein. Voilà. Donc évidemment, du coup, c'est une circonstance un petit peu particulière. Et bah, je vais lui donner tout de suite la parole. Merci. De toute façon, je vais commencer par ne pas parler, donc c'est pas grave. Oui, donc ce sera du coup une petite forme d'hommage à toute petite échelle. Je tiens aussi à préciser, juste avant de commencer, que je ne suis pas du tout une spécialiste des arts du son. Je suis une littéraire, ce qui va peut-être engendrer un certain flottement dans certaines notions. Donc je vous prie de m'excuser peut-être pour l'approximation de certaines descriptions à venir. Je fais avec les moyens qui sont les miens. Oui, Monsieur Thomas, Madame Tom Patenot. Accrocher, se glisser, Notre plan est prêt. Il est important. Barre, piquer, Peut-être encore décidé de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, dans les prochaines semaines, et il n'a pas été fait depuis les événements. Serait-ce qu'un temps soit peu du bout des doigts, baisons. Monsieur Duhamel, Monsieur Dumas. Il est certain qu'est posé le problème de la productivité, donc, soit, eh bien, et que le problème eh bien, de la productivité l'arracher entraîne à la le page, problème voilà. de l'emploi. Délibérément. Parce que la productivité consiste fatalement à produire mieux et davantage avec moins de frais. Monsieur Fossé, Monsieur Fouchier. Tandis que soin ici, Et là, même si un nous peu n'avons pas partout, pu résoudre ce problème le s'installe et problème prenne et racine. couper le mal dans sa Les prémices et racine, mille signes, c'est parce et que, les je l'affirme, visions personne à notre place casse n'aurait pu table, couper le faisant mal cela, dans sa a racine. priori. Monsieur Lonchqueux. Et ce bruit, tout ce bruit, ces voix, Ce n'est calme, point. ce mouvement, la télé, le reste, tout le reste qui maintenant ici tape, entre de partout, claque, hurle, bon, Ce n'est pas, mes chers collègues, rire, non, vous mais écoutez. poursuivre. Ce n'est point, vous vous en doutez. Lettre J. Monsieur Jacques Aymar. Arracher le poème à la page, le dévisser, le déraciner, pour l'extraire, le brancher sur le monde, le connecter à l'électricité ambiante, au courant environnant, aux pulsations présentes. Tel est le programme énoncé par Bernard Heidsieck au tournant des années 60, que l'extrait du poème sonore que nous venons d'entendre met en œuvre. Des bruits, il en est question, dont le poète, dans l'extrait des notes convergentes lues sur la piste de gauche, souligne le caractère omniprésent, insidieux, insupportable, dans la société actuelle, mais rejette l'option de mégots dans les oreilles, refusant de se couper de ce bruit pour se réfugier dans ce qui serait le silence de la page blanche. Des bruits de fête, nous en entendons sur la piste de droite, des applaudissements notamment, qui ponctuent les extraits d'un enregistrement effectué à l'Assemblée nationale, qui se sont ensuite remplacés par les bruits de la rue et les bruits des manifestations de mai, en 68. Des bruits. Il en est également à l'œuvre en ce que les prélèvements montés ensemble sur la piste de droite viennent tantôt s'intercaler, tantôt se superposer au texte sur la piste de gauche, rendant ce dernier plus difficilement intelligible, gênant, perturbant la bonne transmission du message. À partir du moment où elle se fait sonore, entendons par là, au sens restreint du terme, une poésie qui, délaissant le médium écrit, non seulement se destine à l'écoute, mais use pour cela d'un appareillage électroacoustique, essentiellement à partir du milieu des années 50 du magnétophone à bande, comme moyen d'enregistrement, de diffusion et d'écriture. La poésie se confronte en effet sur divers modes au bruit. L'usine à son, qui est le corps, selon Henri Chopin, en fournit le premier matériau dans la droite ligne des expériences dada et artosiennes. Souffle, cris, éructation, ce sont les cris-rythmes de Dufresne à partir de 1953, les mégapneums de Volman, mais aussi mouvements physiologiques internes et externes que capte et retravaille Henri Chopin dans ses audiopoèmes à partir de 1959. Respirations et battements de cœur font aussi partie des bruits présents dans la poésie sonore de Bernard Heidsieck, mais cette dernière se distingue essentiellement par un usage des bruits extérieurs, captés à même le quotidien par le microphone. Bruit de la rue, bruit du métro, bruit de scie, de perceuse, bruit de machine à écrire, sonnerie du téléphone, sonnerie du réveil matin, éclat de voix,
rumeurs de la manifestation, applaudissements. Autant de bruits donc qui peuplent la poésie de Heidsieck au point d'en devenir des composantes essentielles. Conformément à son objet, le terme de bruit ne se laisse pas facilement définir. 3 aspects me retiendront ici, à savoir le caractère indéfini, amorphe du bruit d'une part, son caractère indiciel, voulant que, selon François Bayle, tout bruit porte indice, enfin son caractère parasitaire, sens que l'on retrouve notamment dans son usage en théorie de l'information, lorsqu'il désigne ce qui nuit à la bonne transmission du message. Ces différentes caractéristiques se voient en effet investies par la poésie de Heidsieck à différents niveaux et s'articulent autour d'un aspect fondamental commun à toutes les approches, à savoir le caractère fondamentalement intrusif du bruit. C'est de ces différentes acceptions du terme que je me propose de partir pour tenter de dessiner les contours d'une poétique du bruit chez Bernard Heidsieck, tentant de montrer selon quelle modalité cette poésie part, explore et exploite la capacité intrusive du bruit. La première intrusion concerne celle du bruit dans un domaine qui, a priori, lui est totalement étranger, celui de la poésie, dont après une très brève mise en perspective historique, tentons de mesurer l'impact quant à la déstabilisation du genre. Entrant plus avant dans le tissu sonore des poèmes, c'est à la manière dont les bruits s'agencent au sein du poème que nous nous intéresserons ensuite, tentant de cerner les modalités d'une écriture du bruit. L'intrusion dans l'espace d'écoute et partant la question du parasitage, de la communication, au profit de ce qu'Heidsieck nomme une possibilité de recommunication, fera enfin l'objet d'un ultime questionnement. Alors je ne reviendrai que très brièvement, en fait je ne reviendrai même pas sur l'histoire du bruit dans le domaine poétique, ce serait trop long, on n'a pas le temps. Simplement, notez que c'était pour le plaisir d'introduire une partie qui s'appellerait cré-cré-cré. Cré-cré-cré, ce sont les bruits que font les chaussures neuves du poète qui marche autour de la tour Eiffel dans la lettre Océan d'Apollinaire. Simplement pour dire que l'intrusion du bruit en poésie n'est pas nouvelle, mais qu'elle se fait dans un premier temps sur le mode de l'onomatopée, donc que ce soit chez Apollinaire ou ensuite simultanément chez Futuriste avec Marinetti. Mais ce n'est pas à cette généalogie que Heidsieck se réfère, puisque c'est en partant de la musique que Heidsieck va commencer à utiliser des bruits extérieurs. C'est en effet à l'issue de concerts entendus au domaine musical, ceux de Stockhausen, Boulez, et surtout ceux de Cage et de Varese, que Bernard Heidsieck a l'idée d'utiliser à son tour les ressources de magnétophone. La découverte au milieu des années 50 de ses travaux ouvre des perspectives insoupçonnées au poète, qui décrit ce moment comme celui d'une prise de conscience de ce qu'il appelle un retard de la poésie sur la musique. Je le cite. « Si une révolution aussi radicale était en train de s'opérer dans la musique, il m'apparaissait comme une nécessité hurlante qu'il en soit de même dans la poésie. » Et de fait, l'un des premiers poèmes enregistrés, poème partition V, se place sous la triple égide de la ville, de la vitesse et de Varese. L'acquisition d'un magnétophone en 1959 est le point de départ d'une nouvelle forme d'écriture. D'abord simple moyen d'enregistrement de la voix du poète, il devient très vite, à partir de 61 et du poème partition J, un moyen de captation et de restitution des bruits extérieurs, donné comme une alternative justement à l'onomatopée. Je cite Heidsieck. Grâce à lui, je pouvais enregistrer des éléments extérieurs au texte, la rue, le métro, etc., et les incorporer dans les constructions sonores, au lieu d'accumuler, par exemple, les onomatopées imitatives. Cela m'est apparu plus logique, plus pur, plus radical aussi. À quoi bon imiter ce qui pouvait être capté en vrai? Il devient par là même un outil permettant la mise en œuvre d'une écriture musicante, qui emprunte aux procédés de composition qui sont ceux de la musique électroacoustique. Heidsieck souligne lui-même la parenté entre ses recherches et celles de la musique électroacoustique et concrète, parlant d'une sorte de no man's land où l'on ne sait plus très bien qui est quoi. Ainsi arraché à la page, le poème se met donc à accueillir en son sein des bruits, incorporés de façon à devenir une composante à part entière, un matériau, au même titre que le matériau verbal, faisant par là même déborder le poème du texte, autorisant une extension du domaine de la poésie. Alors à l'instar des pratiques picturales de collage et de montage desquelles on le rapproche souvent, notamment celle des nouveaux réalistes dont Heidsieck était par ailleurs proche, cette inclusion des bruits extérieurs peut, à un tout premier niveau, être entendue comme la recherche d'une forme de réalisme, la recherche d'une approche du réel qui se passe de l'imitation pour se faire, je cite, concrète, immédiate, physique. Partant, le poème, descendu de son piédestal, se fera, je cite les mots d'Heidsieck, poème éponge, poème serpillière. Poème partition J. Poème sur les peintures de Janicot.
Dans le poème Partition J, donc, les bruits de la circulation, éclats de voix d'enfants, précèdent la prise de parole du poète, formant une sorte de grisaille sonore, un fond, façon d'indiquer que le poème ne naît pas du silence, mais de ce bain sonore lui-même. Cependant, on le perçoit d'emblée dans cet extrait, le travail d'écriture à même la bande que suppose le montage fait passer les bruits du statut d'élément amorphe, insignifiant, absorbable par une serpillière, à celui d'élément syntagmatique dont le sens provient de l'articulation avec ce qui l'entoure. Et c'est sur ce double mouvement que nous allons maintenant nous attarder, avançons un peu plus dans les dessins du contour de ce qui serait une poétique du bruit chez Heidsieck. Alors à partir de 1966, Bernard Heidsieck se met à titrer ses poèmes du nom de biopsie. Terme issu du domaine médical, donc, la biopsie désigne, je cite, le prélèvement d'un fragment de tissu sur un être vivant pour l'examen histologique. S'appuyant sur cette définition, le poète sonore désigne sous cette métaphore les poèmes construits à partir d'éléments, je cite, non pas prélevés sur le corps humain, mais appartenant au corps social. Puisant notamment dans les discours circulant autour de lui, issus des domaines économiques, social, citadin, administratif, ces poèmes donc incluent également des bruits. Le poème s'ouvre alors au banal, à l'infraordinaire, au bruit, que l'on perçoit au quotidien sans réellement les entendre. Et par un geste de prélèvement et de déplacement dans un contexte nouveau dont il procède, il s'apparente à la biopsie en ce qu'il permet un isolement propice à l'observation. L'amorphe, absorbé par la serpillière, connaît une première mise en forme, liée au geste de ponction, et donc de la coupe. Réalisé en 1972, le carrefour de la chaussée d'Antin, sous-titré Biopsie 10 à 22, explicite cet usage documentaire du bruit. Heidsieck présente ainsi son poème comme, je cite, une tentative de topographie sonore d'un point chaud de Paris, d'un carrefour au centre de la ville. L'ambition du poème est dans un premier temps de restituer un paysage sonore en enregistrant les bruits sur place. Comme le précise le poète, cela m'a conduit très naturellement à aller et faire des enregistrements sur place des différents éléments qui composent le carrefour. Ordinateur de banque, jukebox, café, bruit de voiture et roucoulement de pigeons, haut-parleurs de grands magasins et bruit de la foule. Chacune des 12 parties du poème est ainsi consacrée aux 6 rues et aux 6 bâtiments qui composent le carrefour. Donc, je retrouve mon extrait pour vous faire écouter. Profond de la société industrielle, dite de consommation, et le droit de tous à l'épanouissement maximum. La télévision fait désormais partie de ce monde de rêve, de puissance et de jeu utopique. Rue de la chaussée d'Antin, tronçon sud. À son extrémité, à quelques mètres, le boulevard des Italiens et sa flopée de cafés, de badauds, de stands de tir et de baraques forêt, de loteries et de cinéma. Ici, au carrefour... Carrefour, lieu où se croisent plusieurs rues, plusieurs chemins. Carrefour, lieu où se croisent plusieurs rues, plusieurs chemins. Trottoir de droite, un feu de signalisation. Trottoir de gauche, un lampadaire. Trottoir de droite, un café, le pourquoi pas. Trottoir de gauche, un café, le rendez-vous d'Antin. Et de part et d'autre, et de part et d'autre, derrière leurs bars respectifs, et de part et d'autre, derrière leurs bars respectifs, une bouteille de Vichy Saint-Autre, une bouteille de Vichy Saint-Autre, une bouteille de Schweppes, une bouteille de Rickless. Voilà. Donc ici on le voit, les bruits s'accompagnent donc de notations neutres, objectives de la part du poète qui décrit donc ce qu'il voit sur le carrefour de la chaussée d'Antin. Et le bruit est traité d'une manière donc qu'on qualifiera dans un premier temps de documentaire. Le bruit ne devient pas, comme c'est le cas dans la musique concrète par exemple, objet sonore, tel que le définit Pierre Schaeffer. Il continue de renvoyer à sa source, il ne demande pas d'écoute réduite, qui prendrait le son lui-même en faisant abstraction de sa provenance et de son sens, mais se fait signe, continuant de renvoyer au contexte dont il est issu, à un ailleurs du poème qu'il désigne, ici à un lieu précis. Alors cet aspect documentaire est quelque peu relativisé, lorsque les bruits ne sont plus clairement identifiés comme provenant de tel endroit, mais servent à un premier niveau à créer un contexte sonore. Ce type de traitement revient notamment dans les poèmes qui comportent une dimension narrative. On pense au bruit de la guerre, qui forme l'arrière-plan sonore du passe-partout chapeau, ou encore au bruit de métro, qui reviennent à des intervalles réguliers dans La Poinçonneuse. On va essayer d'écouter juste le début. Donc La Poinçonneuse qui relate donc la tentative désespérée d'une employée pour déclarer sa passion au poète usager du métro.
Comme chaque matin, 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 il lui tendit son ticket de métro. 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 Elle, mûre et poinçonneuse, en... Alors cette vocation d'ancrage ne saurait pourtant limiter l'usage des bruits à une dimension illustrative. Les bruits n'en restent en effet jamais à un statut d'arrière-plan sonore ou de bruit d'ambiance sur lesquels se détacherait le poème ou la narration à proprement parler. Présents au même titre que les autres éléments qui composent le poème, les bruits font l'objet d'une véritable écriture. L'œil, crayon, caméra, stylo, machine à écrire, bande magnétique, vie du poème. Cette expression, utilisée par Heitzig en 1967 dans Notes convergentes, dans laquelle on peut lire une allusion au concept de caméra-stylo, développé par Alexandre Astruc puis adopté par les cinéastes de la Nouvelle Vague, doit s'entendre dans le sens que lui donne ce dernier lorsqu'il entend arracher le cinéma à l'anecdote et la tyrannie de l'image pour en faire un moyen d'écriture, aussi subtil que le langage écrit. De la même manière, l'écriture du poème se fera à même la bande. Je cite Bernard Heitzig, « Les moyens variés mis à sa disposition, maintenant, mécaniques ou non, ne sont pas à considérer sous le seul aspect de cadre nouveau de transmission, mais aussi, surtout, avant tout, comme des outils de travail. La conception, la fabrication même du poème doivent ainsi s'en trouver radicalement bousculés, transformés. Il s'agit donc de conjuguer mode de faire et mode de diffusion, et les bruits subissent des traitements qui visent à les rendre signifiants. Alors nous en avons isolé 3 qui ne prétendent pas à aucune exhaustivité. Le premier traitement consiste à monter bout à bout des échantillons très courts de bruits de provenance hétérogène, de façon à obtenir ce que Heitzig nomme un effet de photographie mentale. Ce traitement peut concerner les mots aussi bien que les bruits. Je cite Heitzig à nouveau, c'est ainsi par exemple qu'elle pourra restituer sur la bande magnétique la photographie mentale sur un plan sonore, donc des agressions physiques, visuelles, auditives de la rue, sur un déroulement cisaillé de pensée, aussi fugace, flash, éclair inclus, conceptionnel, un fragment de mots sur la bande, instinctivement corrigé à l'audition, en restituant le rythme, quitte à y adjoindre, si besoin est, des sons extérieurs. Donc voici un exemple avec la convention collective. Cette fois-ci, je peux vous diffuser. La convention collective, poème partition. Lorsqu'une fête légale toutefois tombe un vendredi ou un mardi, le samedi qui suit cette fête ou le lundi qui la précède ne sont pas décomptés comme jours ouvrables. Juin 1965. Un second mode de traitement tient davantage du parasitage, obtenu par exemple par un travail de mixage de déroulement simultané des deux pistes. Ce phénomène est au cœur du Passepartout numéro 29, intitulé Kokkums AB. Réalisé pour la Kunsthalle de Malmö, le poème revient sur sa propre conception en présentant 2 monologues intériorisés qui s'enchevêtrent et s'entrecroisent, l'un en relation avec le lieu de la manifestation et l'autre qui relate ses rencontres avec les autres participants, de Fluxus notamment. L'un et l'autre sont progressivement agressés, envahis et saturés par le bruit de l'arc à souder en provenance de Kokkums AB. L'intrusion progressive des bruits de l'arc à souder est relevée par le poète dont elle perturbe le cours du monologue intérieur. C'est le sens du premier extrait que je vais vous faire écouter. Attendons. Peut-être que cela pourrait être un départ entre nous. Mais ce n'est après tout pas spécifique à Paris. Pas du tout. C'est toute la Suède. Ce n'est que la Suède. C'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est la règle de l'organisation, certes. Mais du respect de l'autre aussi. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Est-ce que les autres ont remarqué c'est WC pour handicapés? Voilà,
ce que c'est que de penser à tout. Mais enfin, tout ça, à mon sens, ça ne fait ni descriptif, ni utitude. L'intrusion progressive des bruits est particulièrement éloquente sur la partition, où l'envahissement est figuré donc par des séquences inintelligibles de lettres tapées à la machine, qui débordent peu à peu sur le texte pour l'interrompre. D'abord non identifié, le bruit est subi comme tel, dans son caractère intrusif. Mais dans un deuxième temps, il est identifié dans le monologue intérieur et référé à Kokkums AB, entreprise de construction maritime de la ville. Le propos du premier monologue intérieur se centre alors sur l'entreprise et sur sa faillite. Je vais écouter la suite. C'est un tout petit peu plus loin. Ça grésille dans les oreilles comme un arc à souder. Oui, c'est ça. Ça doit venir de Kokkums AB. C'est sûr. C'est Kokkums AB qui se venge sur sa ville. Sur sa ville. Avec son mont roulant à l'entrée du port. Kokkums lui avait donné une sorte d'arc triomphal, gigantesque. À moi, les plus gros tankers du monde. Et puis, patatras, la faillite, les 193 millions de pertes, et les navires maintenant construits en Corée du Sud, au Japon, en Pologne, au Brésil, nouveau imbattable, youpi, catastrophe, et mon pont roulant de se trouver transformé en une sorte de sculpture d'un autre âge. Et c'était hier pourtant, hier, que le chantier grouillait, tandis que maintenant, pour appeler et attendre, y attendre, la lune, et son qui émette ses signaux sur la ville, constamment, sur nous tous, en guise tocsin, de rappel, de mise en garde. C'est leur façon de crier au loup. Ils sont pas roupillés comme ça. Ils ne vont pas tout de même nous laisser roupiller avec ça. La prise en charge par le discours transforme alors le bruit en signal et en signe, dont il propose une traduction pour, dans un troisième moment, faire de ce bruit un symbole, un exemple de l'ensemble des bruits émanant d'autres villes d'Europe, où il symbolise une situation économique et sociale. Je cite la suite, « Et dans les Vosges, un Roland de machine à tisser. C'est l'histoire qui se fait ici ou là de la même façon. » Dans ce cas précis, le bruit se charge d'une valeur symbolique par sa prise en charge par le discours, qui ne masque cependant à aucun moment son caractère parasite, mais le prend en charge pour le rendre signifiant, comme le ferait une légende sous une image. Le travail de montage, enfin, intègre les bruits au sein d'un ensemble paratactique, où qu'il soit monté à d'autres bruits ou à des unités signifiantes, le bruit prend sens à la faveur d'une logique qui est celle du montage dialectique, c'est-à-dire du rapprochement de réalités opposées, dont le choc autorise la création d'un sens nouveau, qui n'est pas la somme des deux premiers. Ainsi, les bruits, grésillements et vrombissements d'insectes, qui forment le nappage sonore de la première partie de Coléoptère & Co., font-ils bientôt place de façon subreptice au hurlement de voitures en foule et en liberté d'un embouteillage. Par ici. Parfait. Encore que le bec de la puce rappelle celui, 4e jour, des lipierres vulnérants, ébauche des membres, de la bouche, de l'anus, et pourquoi pas, 5e jour, cliquette, grésille et crépite, brombisse, fuse, claquette, fuse, grésille, fuse, siffle et crépite, fuse, craque, triste, amoureux, tellement, lumineux, parfois, aveugle, qu'importe, parfois. Le simple rapprochement de ces deux types de bruits et leur proximité sonore que le passage subreptice de l'un à l'autre suggère permet d'opérer un rapprochement mental entre le grouillement des insectes et celui des voitures. Le texte qui s'énonce par-dessus ce nappage sonore, constitué lui-même d'un montage d'énoncés scientifiques sur les coléoptères, bascule alors à la faveur de cette substitution des bruits dans un régime métaphorique. Le montage des bruits de la rue et éclat de voix enregistrés dans le carrefour de la chaussée d'Antin a des citations issues d'ouvrages de Guy Debord, Raoul Van Eghem, Jean Baudrillard ou encore Henri Lefebvre, qui sont autant de critiques de la société de consommation alors émergente, confèrent de la même manière à ces bruits
une dimension symbolique. Comme le souligne Hetzig, le prélèvement des bruits ne se veut nullement illustratif, une sorte de simple illustration sonore du carrefour. Tout cet ensemble est en effet intimement mixé au texte qui jalonne de bout en bout ce tour de piste du carrefour. Il s'agit donc bien, selon l'analyse qu'en propose Jean-Pierre Bobillot, de porter le bruit amorphe au statut de signifiant poétique, par le travail du poème, par cadrage, donc par le choix, autant que par le montage, de l'ordonner, de l'agencer selon une syntaxe, une sémantique, une stylistique. Pourtant, une telle intégration par le montage ne s'assimile pas à une domestication du bruit ou à un devenir poétique du bruit. Bien au contraire, le traitement des bruits dans la poésie de Hetzig va non seulement en préserver, mais en réactiver, me semble-t-il, la capacité de nuisance. À la faveur d'un déplacement, dont nous allons maintenant tenter de cerner quelques modalités pour terminer. En nous attachant aux modalités d'insertion du bruit dans le poème, nous avons provisoirement fait abstraction d'une dimension pourtant fondamentale qui est celle de la performance même du poème en public, celle du moment de l'écoute pensée pour être collective. Or celle-ci est d'autant plus importante chez Bernard Hetzig que sa poésie se fonde dès le départ sur une prise en compte de ce contexte. Poésie-action, la poésie d'Hetzig se donne pour telle à partir du moment où le poème ne trouve pas son point d'achèvement dans la fixation sur la bande ou sur disque, mais dans le moment de sa performance. En 1969, Hetzig remplace le terme de biopsie par celui de passe-partout, pour nommer ses poèmes. Si la logique propre à cette série est comparable, le changement de terme met, me semble-t-il, l'accent sur une propriété différente du poème, liée cette fois non pas au geste dont procède sa réalisation, le prélèvement, mais sur sa réception. Le passe-partout désigne en effet, je cite Hetzig, toute chose neutre, indifférenciée, sans caractéristiques propres, et dans son sens non identifiable, se fondant dans son environnement, dans la banalité donc, et rejoignant ainsi la notion d'éponge de serpillière. Mais exposer une serpillière dans un musée, c'est justement jouer d'une intrusion dans un contexte non prévu à cet effet, de façon à créer un effet de choc qui dévoile des propriétés non perçues tant de l'espace d'accueil que de l'élément déplacé. C'est, on l'aura reconnu, la logique qui préside au ready-made, qui se voit ainsi investie de manière toute particulière par la poésie de Hetzig, à partir précisément d'une exploitation du bruit comme intrusion. D'une manière générale, que son expérience d'écoute prenne place dans un cadre privé ou public, l'auditeur est confronté à des bruits qui n'appartiennent pas à son environnement sonore immédiat au moment de l'écoute. En revanche, il reconnaît ces bruits comme appartenant pour la plupart à son expérience quotidienne, provoquant un télescopage des espaces-temps sur lesquels joue le poème. Il est 8h moins 12. Il est 8h moins 8. Et bien. Il est 7h54 minutes. Il est 8h09. Il est 8h moins 5. Finalement, il est 8h moins 1. Il est 8h moins 1. 8h. 8h du matin. Attention, il est maintenant 8h. Il est 8h09. 8. La sonnerie stridente du réveil, soit un bruit familier, entendu quotidiennement dans la sphère privée, au moment, dirait-on, le moins socialement partageable qui est celui du réveil, retentit dans un contexte non approprié. Ainsi isolée et amplifiée, elle en devient difficilement supportable à l'écoute. Espace public et espace privé, mais aussi temporalité publique et temporalité privée, par le travail qui suit du montage bout à bout d'indicatifs horaires donnés par la radio, rythme quotidien et rythme social se mènent ainsi dans l'espace et le temps de l'écoute pour faire rééprouver à l'auditeur-spectateur ce qu'il subit tous les jours sans le percevoir comme tel, le caractère oppressif et coercitif de son environnement sonore qui l'enjoint en permanence à ne pas perdre de temps pour aller travailler. La seule implémentation nouvelle du bruit, sa sonorisation, son amplification, associée à son montage avec d'autres éléments, en accentue ainsi le caractère intrusif pour le rendre intolérable. Le poème fait alors montre de sa vocation à dessiller, déchloroformer, pour reprendre les termes de Hetzig, à rouvrir la plaie de certaines évidences, que leur quotidienneté même nous rendait invisibles. L'ensemble que nous avons commenté jusqu'ici doit cependant également être envisagé dans sa relation avec ce troisième terme qui se dessine au moment de la performance et qui se constitue d'un ensemble d'attitudes et de gestes, et adjoint la vision, voire l'interaction à l'écoute. Où l'on s'éloigne encore un peu plus de la relation acousmatique prévue par la musique concrète pour se rapprocher de l'esprit fluxus. De fait, lors de la retransmission de la semaine, le poète se met en scène en train de se raser, soit en train d'effectuer un geste banal, même intime, qui se voit à son tour déplacé. Les bruits entrent alors dans un dispositif intermédiatique qui relie des éléments hétérogènes et les fait fonctionner ensemble.
la diffusion de la bande son et des bruits qu'elle contient, la lecture, parfois, à voix haute du texte par le poète, son action, ses gestes, ses attitudes, ses interactions avec le spectateur et leur présence, et même parfois complètement le poème, les bruits de la salle. Le mode de signification des bruits est alors à penser en relation avec chacun des éléments de ce dispositif qui fait le poème. Davantage encore, il me semble qu'elle fonde le poème même en tant que dispositif communicationnel. En effet, la communication, ou plutôt son absence, ses ratés, ses manques, est une problématique au cœur de la poésie de Heidsieck, que l'on pense notamment à Canal Street, un ensemble réalisé à partir de planches de collage utilisant de vieux transistors trouvés dans Canal Street, à New York, moyen de communication usagé, inusité, incapable désormais de transmettre quoi que ce soit, qui se voit réagencé, réutilisé dans des dispositifs autres, réactivé sur un mode autre. Selon une logique comparable, presque inverse, le bruit se voit réinvesti, utilisé pour cette capacité de perturbation même de la bonne communication, comme élément de reconstitution d'un mode de communication autre. Bernard Heidsieck parle de recommunication, celle-là même qui a lieu dans le Ich Entzug de la performance. Je le cite, « Or donc, il s'agit de ressusciter une amorce de dialogue, que le poème, en somme, en sortant de la page, recouvre sa dynamique primordiale, essentielle et physique, guidée par le souci de faire mouche, de renouer un contact choc, agressif ou tendre, qu'importe, ceci est un autre problème, avec l'autre, les autres, par le biais de moyens charnels, à savoir directs, immédiats et instantanés. L'utilisation des moyens de circulation et de communication permis par les techniques alors nouvelles ne trouve sa réalisation pleine finalement que dans une communication proximale, dans le contact physique et charnel, celui-là même que les nouveaux moyens de communication excluent. Je cite à nouveau, « Elle se doit d'agir, d'atteindre et de frapper physiquement. La poésie devient accessible et transférable, émetteur et récepteur finissant par se confondre au cours de sa transmission, par agir de concert, par dialoguer, jouer, agir ensemble. » Ainsi, des nombreux poèmes qui thématisent une communication empêchée, comme La Poinçonneuse, ou encore Ruth Franken a téléphoné, et ou qui mettent en scène un canal de communication perturbé. À la communication verbale empêchée se substitue, dans le moment de la performance, une recommunication d'un autre ordre, d'ordre poétique, dans laquelle l'intrusion du bruit prend elle-même une valeur communicative, renversant les principes d'une bonne communication, selon les théories consacrées, pour réduire à rien, je cite Jean-Pierre Bobbillot, le contenu informatif et mettre l'accent sur le bruit. Comme l'analyse Jean-Pierre Bobbillot, mais un bruit communicatif. Merci. Bien, merci Gaël. Je vais peut-être commencer les questions. J'ai été bien ordonné. En tout cas, j'ai moi une question. Je vais essayer de la formuler assez clairement. Où situeriez-vous Bernard Heidsieck entre le déconstructivisme qui est un petit peu, qui était assez présent au départ, je pense aussi à la série Biopsie, qui rappelle un petit peu cette idée de la dissection, hein, et ce que j'appelle, ce que Antonin Artaud appelait son athlétisme affectif, c'est-à-dire plutôt une partition entre un iconoclasme et ce qui relèverait beaucoup plus de l'essentialisme. Oui. J'aurais du mal à... L'essentialisme, dans quel sens? Disons, on a eu l'exemple ce matin d'une espèce de dialectique entre Palis-Morceau. À partir du moment où je suis dans une salle de concert, je fais de la musique, et Viviane Grésini, même dans une salle de concert, je fais du bruit. Ouais. Alors en fait, non, mais pour Heidsieck, l'idée, c'est vraiment d'élargir les moyens poétiques. Donc il se situe vraiment dans une perspective qui est celle de la poésie, déjà. Et donc de désessentialiser pour le coup ce qu'on entend par poésie en y incluant des éléments qui n'y ont pas droit de citer, et particulièrement effectivement des bruits. Mais il y a cette idée-là toujours de partir
une perspective qui est celle de la poésie. Il le dit lui-même à plusieurs... Parfois, il met l'accent sur le fait, effectivement, qu'on est dans un no man's land, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, à d'autres moments, il le dit, c'est de la poésie, bien sûr. Et il en assume le terrible label. Donc il y a vraiment l'idée de se situer dans ce champ-là au départ. Alors, peut-être d'autres questions? Oui. Ah, oh là. Elle a levé la main la première. Moi, je voulais savoir par rapport à cette histoire de poème éponge et poème serpillère, s'il y avait un lien avec Francis Ponge. Éponge, ah oui, éponge, non, pas dans oui, ce sens-là. Poème savon, le côté infraordinaire qui ressort. Alors c'est pas une référence très importante pour Haïti. Enfin, il s'y réfère pas explicitement. Après, effectivement, on peut faire des liens assez évidents entre eux, mais en fait, moi, c'est une question un peu plus formelle et tout, mais c'était... Bon, d'accord, d'ailleurs, j'étais vraiment très contente d'entendre quelque chose sur la poésie sonore, parce que, mis à part les écrits de Bobbio, je connais pas grand monde qui a étudié la question. Mais c'était... où est-ce que tu... Enfin, quelle serait vraiment la différence entre, par exemple, un poème sonore, une pièce radiophonique? Parce que, par exemple, tu disais tout à l'heure, attends que je retrouve, c'est... Attends, désolée. Bon, je retrouve pas, c'est pas grave. Oui, porter le bruit en signifiant poétique. Mais moi, je me dis, mais en fait, aussi dans les pièces radiophoniques, on peut aussi retrouver la même chose. Et même dans certaines musiques concrètes, je pense à des gens comme Luc Ferrari, etc. Donc, est-ce que pour toi, ça apparaît clairement... est-ce que c'est un champ un peu flou ou est-ce que formellement, il y a des différences entre ces différents domaines, que sont la pièce radiophonique, éventuellement la musique concrète et le poème sonore? Alors, du point de vue de la description formelle, je ne pense pas que ça soit de ce point de vue-là qu'il faille faire la différence majeure. Je pense que c'est vraiment une question de contextualisation et de champ, d'où on se situe et de champ de diffusion aussi. Par exemple, pour Haïti, ce que j'ai essayé de mettre en avant dans le dernier moment de mon exposé, c'est l'importance qu'il confère. Et d'ailleurs, sa poésie, il l'appelle pas poésie sonore très longtemps, en fait, il l'appelle poésie action. Et donc, elle a vraiment la pièce n'a d'existence qu'à partir du moment où elle est mise en lecture et donc mise en performance. Donc, par rapport à une pièce radiophonique et encore plus par rapport à la relation acousmatique qui est prévue par la musique concrète, ça change tout. Parce que dans le moment de la performance, ce qui est fixé sur disque, et ce qui est encore plus ce qui est fixé sur papier, ce qu'il appelle le poème partition, n'est qu'un état, disons, documentaire, on va dire, mais qui n'est pas le poème. Le poème, il a lieu dans le hic et donc de la performance. Donc dans ce moment-là de relation avec un public, c'est là où ça se joue, quoi. Donc c'est en ça que voilà. Donc la différence, on peut chercher des différences formelles, mais à la limite, je crois pas que ça soit là que. C'est dans l'énonciation, c'est-à-dire. Oui, plutôt ouais. Me semble-t-il, parce qu'on peut s'échiner à trouver des différences formelles. On dit que oui, il y a plus de sémantisme classique, etc. Mais c'est pas. Du coup, il me semble que c'est pas là que se pose, c'est pas en ces termes-là que se pose la question. Ouais, c'est parce que vous parliez de poème partition. Qu'est-ce qui, pourquoi vous savez le sens du coup qu'il accorde à ce mot-là, partition, dans ce titre-là, poème partition? Oui, alors en fait, je peux remontrer peut-être une image. Il parle de poème partition justement pour mettre l'accent sur le fait que la version écrite, parce qu'il y a des versions écrites qui publient des livres disques, et donc la version écrite n'est pas l'état final du tout du poème. Donc la partition, au sens où c'est quelque chose qui doit être réactivé. Mais de fait, on peut s'interroger et je pense à une remarque de David Christophe qui était là hier, mais qui montrait à quel point en fait cette partition n'avait pas du tout
n'a pas vraiment un rôle de partition parce qu'ils peuvent pas être, ils sont pas voués à être joués déjà par quelqu'un d'autre que lui. Et puis ils sont inutilisables comme partition. En fait, c'est plus des espèces de transcriptions graphiques qui donnent lieu à une invention visuelle parfois, souvent même intéressante, mais qui n'ont pas exactement le statut qu'on accordera à une partition, quoi. Mais voilà, par exemple, c'est un extrait du Carrefour de la Chaussée d'Antin, où sont retranscrits donc les éléments verbaux qui sont dits par le poète, et puis on a sur le côté juste le bruit de la circulation de façon un petit peu générale. Donc il y a une spatialisation comme ça du texte qui est censée donner des indications sur la façon dont les éléments sonores s'agencent, mais il n'y a pas une vraie vocation qui est celle d'une partition. La partition, donc c'est pour dire l'état intermédiaire que constitue la version écrite, quoi. Et du coup, il écrivait la partition avant de faire les enregistrements, Non. par exemple. Non, c'est pour ça que c'est plutôt une retranscription. Ouais.